François Hollande a eu certainement besoin de parcourir les rues pour se rendre compte de l'accueil hivernal des Français. C'était le but de l'opération de Marketing Street à Dijon pour prendre le pouls de l'opinion. Inutile donc de passer désormais par les sondages des instituts qui coûtent des fortunes pour se rendre à l'évidence qu'il y a de grandes incompréhensions. Si l'on voulait montrer que le président était proche des gens, c'est tout le contraire qui s'est passé. Le mariage pour tous a été un fumigène qui a fait long feu et il est urgent de mettre le curseur sur les vrais sujets. Ceci dit, il y a plus grave. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg hier et dont personne ne parle ou si peu. C'est le projet de Tupac qui a été validé. Strasbourg a en effet entériné le contrôle communautaire des budgets nationaux et à ce titre, les gouvernements devront transmettre leur projet de budget 2014 avant le 15 octobre à la Commission européenne qui veillera à ce qu'ils respectent les critères de l'Union, notamment en termes d'endettement et de déficit. Selon le texte, dont je vous passe les aspects techniques, la Commission européenne pourra formuler des recommandations qui ne seront pas contraignantes, certes, mais les gouvernements qui n'en tiendront pas compte s'exposeront à des sanctions. Le chef de l'État, en envoyant son ministre de l'économie et des finances à valiser cet invraisemblable texte de Bruxelles, vient non seulement de transgresser gravement le texte même de la Constitution, mais également de faire perdre toute légitimité à sa propre fonction, à celle du Parlement et du Sénat. En effet, il autorise des technocrates non élus à modifier les lois votées ou même à en imposer d'autres non votées, et ce, dans l'omerta la plus totale. Ce règlement européen met fin à la séparation des pouvoirs, puisque pouvoir exécutif et pouvoir législatif sont désormais totalement transférés à des non-élus qui ont toute latitude pour forcer un État ou un gouvernement à prendre des mesures totalement contraires aux lois votées, sans aucun débat et sans aucun vote. La France esclave d'inconnus non élus, une énième arnaque qui pose question, car cette bouillie technocratique et parfaitement antidémocratique nous semble plus importante pour l'avenir que les problèmes d'image et d'ego d'élus trop préoccupés par leurs intérêts particuliers et démagogiques. Reste à voir si l'austérité ne restera pas finalement l'alpha et l'oméga de l'avenir. L'invité du Tropique Midi. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci d'être avec nous, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. On va parler dans quelques instants du président Chavez. Mais ce qu'on vient de dire là, c'est le sens même de votre combat. Absolument, Jean-Jacques. Je ne peux qu'approuver à 100%, à 200% ce que vous venez de dire à l'instant même. Je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, il est précisé que la contribution publique, comme on dit, c'est-à-dire les impôts, son utilisation, la façon dont c'est collecté, dont c'est utilisé, doivent être librement consentis, c'est le terme qui est utilisé dans la Déclaration des droits de l'homme, par les citoyens. Donc là, nous sommes désormais en train de violer la Constitution française qui, dans son préambule, renvoie justement à la Déclaration des droits de l'homme. Il faut que les Français, vraiment, je lance un appel, c'est très très grave, vous avez 1000 fois raison de le souligner, ce qui se passe est extrêmement grave. On est en train, sous couvert prétendu, on prétend que la France est une grande démocratie, on est enfin en réalité en train de revenir sur des acquis qui datent de plus de 200 ans, sur tous les acquis de la Déclaration des droits de l'homme. Donc nous sommes dans une situation d'une grande gravité. Vous me permettez d'ailleurs au passage de renvoyer vos auditeurs à une conférence que je fais depuis quelques semaines qui s'appelle « Mais où est passée la République française ?» que j'aurai l'occasion d'ailleurs de présenter au public de nouveau en région parisienne dimanche prochain à Arcueil à partir de 14h30 au 99 avenue Aristide Briand. Je fais un petit peu de publicité parce que je passe en revue les différents articles de notre Constitution et je montre que article par article, ils sont désormais complètement piétinés, violés, ridiculisés, dénaturés. Nous ne sommes plus en République. On est en train de nous dépouiller. On est en train de nous dépouiller et on fait du marketing, comme vous l'avez dit dans votre éditorial doux amer. On est en train de faire
une espèce de marketing pour faire croire aux Français qu'ils sont dans une grande démocratie. François Asselineau, vous avez tenu à exprimer un point de vue différent pour un homme qui n'a pas voulu se soumettre à l'ordre atlantiste, comme on dit, qui lui a valu les foudres d'ailleurs des médias ces dernières années. Je veux parler d'Hugo Chavez, et qui lui valent encore une opprobre post-mortem. Pourquoi avez-vous cette voix différente des autres? Parce que d'abord, j'ai pour ligne de conduite de dire ce que je crois être la vérité. J'ai un petit peu des réticences à parler d'Hugo Chavez devant vous, Jean-Jacques, puisque je sais que vous le connaissiez, que vous avez rédigé sur lui une biographie qui s'appelle Une obsession nommée Hugo, ce que je trouve très, très drôle et assez juste finalement, parce que je pense que cet homme représentait une véritable obsession pour les tenants de l'ordre euro-atlantiste. Moi, je n'ai jamais rencontré Hugo Chavez, je ne suis pas allé au Venezuela depuis qu'il avait accédé au pouvoir, mais je l'ai raconté effectivement dans un article que j'ai publié, que l'on trouve sur Agoravox ou que l'on trouve sur notre site. Je suis allé au Venezuela pour accompagner Madame Michaud-Chevry en 1993 pour une exposition française qui s'appelait Francia 2000, qui était une exposition d'exportateurs français. Et à cette occasion, nous avions été reçus par le président de l'époque, M. Carlos Andrés Pérez, qui était un homme ultra corrompu, tellement corrompu d'ailleurs, qu'il a été, inculpé 3 semaines après qu'on l'ait rencontré au palais de Miraflores, donc à la présidence de la République, pour détournement de fonds. Ce que j'observe, c'est que pendant les années 90, le taux de pauvreté au Venezuela, c'est-à-dire sous Carlos Andrés Pérez et sous ses successeurs, avait bondi de 40% de la population à quasiment 50%. Et le taux d'indigence, c'est-à-dire les miséreux, les gens qui vivaient soit dans la rue, soit dans des favelas, dans des bidonvilles, était passé de 14% à 22%. Ça veut dire que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, il y avait un Vénézuélien sur 2 qui était dans la pauvreté et 1 sur 5 qui était un SDF. Voilà, clochard. Et au même moment, vous aviez une toute petite oligarchie qui vivait de façon absolument somptueuse, que j'avais pu voir d'ailleurs sur place, avec, il faut bien le dire, une connotation un petit peu ethno-sociologique derrière tout ça, puisque les milliardaires vénézuéliens, ils étaient d'ascendance espagnole, ils avaient tous le teint blanc, alors que les miséreux, ils étaient surtout de sang indien ou afro-caribéen. Qu'est-ce qu'a fait Chavez? Il a fait quelque chose qui est, je crois, presque sans précédent dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire contemporaine. Il a fait s'effondrer le taux de pauvreté, donc d'environ 50% à 27% en 10 ans. Et le taux d'indigence est repassé de 22% à environ 10%. Il a réduit d'une façon considérable les inégalités. Et tout ceci pourquoi? Parce qu'il a utilisé ce qu'on appelle la rente pétrolière. Il l'a utilisé pour son peuple et pour réduire les inégalités. C'est ça la vérité. Et ceci au détriment de qui? Au détriment, bien entendu, des grandes majors américaines, des grandes entreprises américaines de pétrole. Alors, c'est ce qui vous fait dire que c'est un homme d'État respectable dans un monde, dites-vous, où tant de chefs d'État ne le sont. Oui, parce que par ailleurs, il n'avait pas les mots il n'avait pas la langue dans sa poche. Je me souviens l'avoir vu à la tribune de l'ONU. C'est mémorable. C'est mémorable. Il a sorti un livre de Noam Chomsky, si vous voulez, qui expliquait justement quelle était la stratégie américaine de domination mondiale. Donc je trouve que c'est un homme qui a été, et que j'ai personnellement, dans cet article, comparé un peu à De Gaulle. J'observe d'ailleurs que le ministre des Outre-mer, M. Victorin Lurel, qui a été le représentant du gouvernement français à Caracas pour les obsèques, a fait la même comparaison. Il a dit que c'était quelqu'un qui était comparable à De Gaulle et à Léon Blum. Personnellement, j'avoue que je suis d'accord pour une fois, avec un ministre du gouvernement. Voilà. En revanche, ce que je trouve absolument inouï, c'est que le même gouvernement, si vous voulez, la déclaration de M. Hollande, il a fait une déclaration mi-chèvre, mi-chou. Vous dites que c'est une faute diplomatique, sa déclaration. Oui, compte tenu de l'importance de l'événement historique. C'est quand même pas moi, c'est pas vous qui avons inventé qu'il y avait des millions de Vénézuéliens qui sont descendus dans les rues. Et c'est pas du tout un dictateur. Il avait été réélu avec 55% des voix dans une élection qu'aucun observatoire n'a remis en cause. D'ailleurs, l'opposition avait fait 40 et quelques % des voix. Mais c'est pas parce qu'il a été réélu avec 55% des voix, j'allais dire seulement. C'est pas 98% ou 99% des voix. C'est pas un score soviétique. C'est pas un score, digne de la Corée du Nord. Il a été réélu à 55% des voix, mais c'est un peu, il me fait penser là aussi à De Gaulle.
De Gaulle avait été réélu, en 1965 avec quelque chose comme 55 ou 56% des voix. Mais lorsque De Gaulle est mort, 5 ans après, en 1970, il y avait beaucoup plus que 55% des Français qui étaient touchés, qui pleuraient. Parce que De Gaulle, c'était une personnalité. C'est la même chose. Je suis persuadé que non seulement les 55% des Vénézuéliens qui avaient voté Chavez ont été extrêmement touchés par son décès, mais je pense que ça allait bien au-delà parce que il représentait un petit peu, la souveraineté, la dignité du Venezuela. Ça allait bien au-delà. C'était l'histoire, c'était la révolution bolivarienne, c'était les grands idéaux latino-américains que l'on retrouve d'ailleurs de plus en plus tout autour dans des pays comme l'Équateur, comme la Bolivie de Morales, même comme l'Argentine de Madame Kirchner, comme le Brésil de Madame Rousseff, etc. C'est dans l'ensemble de l'Amérique latine, son message avait une forte portée. Oui. Et vous dites que ce communiqué est non dénué de perfidie et de réserve. Oui, parce que M. Hollande a dit un truc du style qu'est-ce qu'on pouvait penser de ses attitudes, de ses positions, de ses comportements. Bref, il en a parlé en se pinçant le nez. Et puis M. Fabius n'y est pas allé. Donc moi je trouve que je ne comprends pas très bien, si vous voulez. Je trouve que M. Lurel a dit des choses. Bon, peut-être c'était légèrement maladroit de dire des dictateurs comme ça. On en voudrait dans le monde entier. Il aurait dû insister sur le fait que Chavez n'était pas un dictateur, justement pour les raisons que je viens d'invoquer. Mais ce que je me pose comme question, c'est qu'est-ce que fait M. Victorin Lurel dans ce gouvernement? Ça veut dire quoi, un gouvernement qui à Paris donne des gages à l'Empire, à Washington, cire les pompes de Washington, et puis qui, sur place, on envoie un ministre, j'allais dire un sous-ministre, parce que sans être offensant, il n'a pas de poids politique, M. Lurel. En général, d'ailleurs, je l'ai vu, moi, quand j'étais avec Mme Michaud-Chevry, le gouvernement, il utilise les Antillais un petit peu pour les tâches dont on ne veut pas. Et justement, se pose la question de la représentation. Comment sont utilisés nos ministres originaires de cette région pour remplir des tâches, finalement, qu'aucun autre ne veut remplir dans cette partie du monde? Oui, mais ça, écoutez, vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Ça témoigne d'un dédain, ça témoigne d'un mépris des autorités françaises, que ce soit l'UMP, le PS, etc. On considère un peu les citoyens de l'outre-mer, quoi que disent par ailleurs ce qu'on dit dans les discours, on les considère un petit peu comme des citoyens de seconde zone. Et puis c'est pas très important. Alors tiens, on va envoyer l'antillais de service au gouvernement. C'est comme ça que ça se raisonne. Moi, je trouve que, en l'espèce, moi, je me réjouis qu'il y ait des ministres antillais au gouvernement. Je trouve d'ailleurs que les ministres antillais ne devraient pas forcément s'occuper de l'outre-mer. Ils pourraient très bien, de ce point de vue-là, avec Mme Taubira, la justice, je ne suis pas favorable nécessairement à ce que fait Mme Taubira, mais le fait qu'on ait des gens originaires des Caraïbes qui s'occupent d'autres départements ministériels, c'est tout à fait républicain. Je trouve ça très bien. On pourrait très bien aussi avoir un Alsacien ou un Corse ou un Limousin qui s'occupe de l'outre-mer. Moi, je vois ça comme ça dans mon esprit, la République. En tout cas, on ne doit pas avoir cette réaction un petit peu minable. Je serais d'ailleurs... Parce que Mme Parizeau dit, par exemple, qu'il a sali l'honneur de la France. Oui, alors la déclaration de Mme Parizeau, ça, c'est un vrai scandale. Mme Parizeau a osé dire qu'il avait déshonoré la France. Et j'ai vu cette vidéo, elle dit, vous comprenez, M. Chavez était un dictateur qui développait le populisme dans toute son horreur. Elle a dit comme ça avec des airs de Marie Chantal. Moi, je voudrais qu'on parle de dictateur. Madame Parizeau, elle ose traiter Chavez. Je suis pas là pour défendre Chavez. Il avait beaucoup de défauts aussi. Il était un peu cabotin. Il avait parfois tendance, effectivement, à un pouvoir un peu personnel. Mais on avait fait les mêmes reproches à De Gaulle, hein. Il y avait aussi du temps, des années 60, des gens qui disaient que De Gaulle était un dictateur. Faut voir maintenant, avec le recul du temps, les gens relisent ce qui s'est passé. Donc Chavez n'était pas sans défaut. Mais il a été réélu avec 55% des voix. Il vient de décéder, il y a des millions de Vénézuéliens dans les rues. Madame Parizeau, elle dit que c'est un dictateur. Mais qu'est-ce que Madame Parizeau pense de la suite qui a été donnée au référendum de 2005, où 55% justement des Français ont voté non? On leur a fait un bras d'honneur. Madame Parizeau, qu'est-ce qu'elle pense de M. Van Rompuy, le président de l'Union européenne? Elle en pense quoi? Il a été élu par personne. Qu'est-ce qu'elle pense de M. Barroso, le président de la Commission, élu par personne? Qu'est-ce qu'elle pense de M. Mario Draghi, le président de la BCE, élu par personne? Qu'est-ce qu'elle pense de M. Mario Monti, qui avait été nommé président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre italien, sous pression de la Commission et de Goldman Sachs? Aux premières élections qui ont eu lieu en Italie il y a 3 semaines, il a été chassé comme un malpropre, il a eu 10% des suffrages. Qu'est-ce qu'elle pense de M. Papademos en Grèce, qui avait été également imposé par Goldman Sachs? Donc cette dame
prétend être une démocrate, mais en fait, elle ne soutient que des procédures qui sont totalement dictatoriales. D'ailleurs, on retombe sur votre éditorial du début. J'ajoute que c'est un mauvais coup que la présidente du MEDEF a porté aux entreprises françaises au Venezuela. Je rappelle par exemple, vous savez que le métro de Caracas avait été fait par les Français, par Alstom. Je rappelle qu'il y a des dizaines d'entreprises françaises qui sont au Venezuela. Je le sais d'autant plus que justement, comme je le rappelais tout à l'heure, j'avais accompagné un ministre français en 1993 pour soutenir les efforts à l'exportation. Mais qu'est-ce que vous voulez que pensent les autorités du Venezuela lorsqu'ils voient que la présidente des entreprises françaises traite Hugo Chavez, le traîne dans la boue, alors qu'elle n'a jamais eu un mot pour dire ce qu'elle pensait, par exemple, du régime précédent de M. Carlos Andrés Pérez, qui était un homme qui était pourri jusqu'à la moelle, corrompu, et qui d'ailleurs a terminé sa vie chassé par les Vénézuéliens. Il s'était enfui parce qu'il y avait une demande d'extradition contre lui, et il est mort à Miami, si vous voulez, en vivant du fruit des rapines qu'il avait faites sur le budget du Venezuela. C'est une honte, celui qui déshonore la France, c'est pas Victorin Lurel, c'est Madame Parizeau. Pourtant, les idéaux de la Révolution française sont très clairement appliqués à la Révolution bolivarienne. Oui, encore une fois, je ne vais pas être là le chantre de la Révolution bolivarienne. J'ai vu il y a des gens qui ont réagi à mon article en disant il y a beaucoup de criminalité au Venezuela. C'est exact, oui. Mais j'invite ceux qui le regardent à aller voir les taux de criminalité dans le monde. Ils s'apercevront que les taux de criminalité, c'est un peu un phénomène endogène, j'allais dire, à la zone Caraïbe. C'est dans cette zone-là qu'il y a les plus forts taux de criminalité. Par exemple, il m'a semblé voir qu'en Guyane française, le taux de criminalité est 13 fois supérieur à la métropole. Et puis vous avez le Nicaragua, vous avez beaucoup de pays de l'arc antillais où il y a traditionnellement une forte criminalité. Alors c'est vrai que c'est un échec de Chavez, il y en a eu d'autres. Il n'a pas réussi à réduire sensiblement le taux de criminalité. Ça c'est tout à fait exact. Encore une fois, moi je ne suis pas là pour défendre mordicus tout le bilan de Chavez, mais je dis que c'était un homme respectable, c'est un homme qui a fait le bien de son peuple, c'est un homme qui a eu le courage inouï de s'opposer à la volonté hégémonique des États-Unis. Je rappelle que depuis 1823, depuis la doctrine Monroe, les Américains considèrent que l'ensemble du continent américain nord et sud est leur propriété. Voilà. Et c'est qu'un homme qui a eu une aura, qui a eu une influence. Je pense qu'il y a un avant et un après Chavez. Voilà, et je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a tout autour du Venezuela des pays qui s'inspirent de l'exemple de Chavez. Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union populaire républicaine. Un mot encore, 909e jour de captivité pour Thierry Dolle et ses compagnons. Nous pensons fortement à eux et à leurs familles, tout comme nous avons une pensée pour Loïc Libert et les siens. Loïc Libert, victime du terroriste Mera à Toulouse. Rendez-vous ce soir pour Laisse parler les gens avec Logan et Gabriel. Et pour l'heure, vous retrouvez Logan. L'information continue. Retrouvez ce programme sur notre site www.tropicfm.com, sur nos web radios, sur Facebook et Twitter.